You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fly Podcast Fly, ce podcast consacré aux Eagles de Philadelphie. C'est la bye. Alors, on a dit beaucoup de choses depuis le début de la saison. C'est déjà le 21e épisode. Alors, on a dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de mal aussi. Parfois un petit peu de bien. Et Loïc et Victor, que je salue. Bonjour, messieurs. Salut. Salut. On avait promis une surprise à nos auditeurs. On avait promis une surprise pour cette bye. Et la surprise est arrivée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, devant vos oreilles ébahies, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre podcast Anthony Maungu. Bonjour Anthony. Bonjour et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Ça fait plaisir de t'accueillir. Je rappelle pour toutes celles et tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais j'ai du mal à le croire quand on est fan des Eagles, tu es un wide receiver, tu es encore en pleine carrière, on va parler ça tout à l'heure, tu sors de l'université de Purdue, tu n'avais pas été drafté, mais tu avais été quand même récupéré par les Eagles de Philadelphie, tu as fait une grande partie du camp d'entraînement, nous on te suivait, on voyait ça de loin sans te connaître encore, en espérant que ça puisse tenir jusqu'au roster final, ça s'est joué finalement dans les dernières semaines, il y a eu vraiment pas mal de camps en ce qui te concerne, et donc tu es un observateur privilégié des Eagles, du coaching staff et des coéquipiers qui ont été les tiens pendant 2 mois. Et puis évidemment, on parlera de ton futur et de ta collaboration aussi. On est collègues sur la chaîne L'équipe où tu commentes avec Peter Anderson chaque dimanche soir à 19h sur l'équipe.fr un match de saison régulière. On se retrouvera en janvier pour les playoffs. C'est bon, j'ai fait un bon bilan, Anthony, là on est pas mal sur le parcours. Ah, c'est pas mal du tout et j'ai hâte de te retrouver en janvier. Ah bah ouais, hâte aussi. Alors Loïc et Victor, dans nos podcasts, on parle souvent de ce qui peut se passer pendant le camp d'entraînement, encore plus souvent en ce moment. On va y revenir après. Avant, j'aimerais qu'on s'intéresse avec Victor pour commencer au parcours universitaire d'Anthony, parce que Victor est notre spécialiste NCAA. Et c'est vrai, Victor, que la NCAA, c'est le passage obligé avant d'arriver en NFL. Et l'université de Purdue est une belle université de football, hein. Ah bah oui, c'est une université du Power 5, c'est une université qui est dans une division très réputée, et j'ai envie de dire que Anthony a eu un début de carrière en NCAA avant un draft où il a, on va dire, illuminé un peu les bowls de fin de saison, puisque dans le bowl contre Arizona, tu m'arrêtes si je me trompe, Anthony, mais tu avais fait quasiment 120 yards et tu avais surtout marqué le touchdown de la victoire. C'est ça, Victor. Et du coup, voilà, moi, ma première question, c'est de savoir comment tu t'es retrouvé à Purdue, quel a été tout le processus qui a fait que finalement, tu as pu intégrer cette université prestigieuse et justement nous raconter cette fin de saison 2017 où tu as vraiment explosé, en fait. Bien sûr. Alors tout d'abord, j'ai commencé à la fac en Californie. C'était un community college, donc une petite fac généralement de 2 ans. Donc ceux qui connaissent un petit peu la série Last Chance U sur Netflix, en gros c'est le même type de fac. J'avais été recruté par le coordinateur offensif de l'époque, alors que j'étais encore en France. Et du coup, quand il m'a proposé de venir le rejoindre pour sa première saison, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, étant donné que j'étais à une époque de ma vie où je m'étais à 100% donné dans ma préparation, dans mon rêve et dans mes projets de partir jouer aux États-Unis. Et du coup, c'est après une saison que j'ai eu vraiment la chance d'obtenir une bourse de la part de Purdue University et de quelques facs comme Georgia State et la fac rivale de Purdue, Indiana. Voilà. Et puis ensuite, ma carrière en soi à la fac, elle n'a pas été extrêmement brillante, étant donné que mes 2 premières années à la fac, je suis quand même second groupe, donc je joue dans tous les matchs, mais c'est tout le temps dans le 4e quart-temps, ou alors quand on se fait prendre des petites raclées par des équipes. Et ma dernière année, nous avons un tout nouveau coaching staff. Je rappelle que lors de mon année junior, en cours de saison, notre head coach s'est fait virer par le directeur athlétique.
Le coach receveur de l'époque avait pris le poste de head coach intérimaire. Et du coup, une fois la saison terminée, il est parti. C'est vraiment un tout nouveau coaching staff qui est rentré. Et du coup, j'ai dû refaire mes preuves lors du spring camp, donc le semestre de printemps avant donc ma dernière saison. J'ai réussi à avoir ma place de titulaire au bout des dernières semaines du camp d'été. Et ensuite, voilà, j'ai eu la chance d'être titulaire pour ma dernière année. Et ouais, c'est vraiment en dernière partie de saison qu'il y a eu comme un déclic. Et ce déclic, je l'explique comment. Des fois, c'est encore un peu flou quand c'est l'expliquer. Mais voilà, je commence la saison titulaire. En cours de saison, on n'a pas les résultats qu'on voulait. Alors, le coaching staff qui essaie de modifier un peu pardon, les pièces de l'échiquier. Je deviens remplaçant. Je suis plus titulaire en cours de saison. Et contre Iowa, donc c'était, il me semble, pas l'avant-dernier match, mais avant-dernier match du coup de ma carrière universitaire. Je redeviens titulaire à la mi-temps et je fais la meilleure performance que j'ai pu faire dans une mi-temps de football américain, en tout cas lors d'un match. Et je réussis à faire en sorte qu'on gagne ce match. Je reçois pour la première fois depuis quelques années en tant que receveur le titre de meilleur joueur offensif de la conférence. Que j'ai partagé avec un certain Saquon Barkley, le running back de Penn State qui est maintenant aux New York Giants. Et ensuite, voilà, on a confirmé contre nos rivaux lors du match de Thanksgiving. Et ensuite, on a pu comment dire, être éligible pour un bowl game contre Arizona. Il y a eu cette victoire et ce match que, quand on l'a dit, c'est 118 yards de touchdown dont suit la victoire, Loïc. Moi, j'ai une question pour toi, Anthony. Quand tu as eu le déclic, est-ce que tu as senti un boost de confiance? Parce qu'on entend souvent parler de la confiance chez les receveurs. Quand un receveur il est vraiment en confiance, il a l'impression qu'il peut attraper tous les ballons et que c'est le plus fort, quoi. Donc, est-ce que quand tu as eu ce déclic, tu as senti un petit boost de confiance ou ta confiance était déjà au top et au final… En termes de confiance, donc comme tu dis, la confiance et l'aspect mental du jeu, surtout pour un receveur, c'est primordial parce que tu peux t'entraîner autant que tu veux. Tu peux être doté de caractère athlétique un peu inné, mais si mentalement ça ne suit pas, à haut niveau comme en première division, ça ne va pas le faire. Ma confiance, j'ai toujours eu. Mais comme tu le précises, en fait, j'ai réussi en fait à rentrer dans ma zone. En fait, je suis rentré dans une zone mentalement où, en plein match, je ressentais absolument rien. C'était vraiment un calme, mais qui aurait fait peur si quelqu'un pouvait être spectateur de mon monde. En fait, c'est un calme qui peut faire peur, mais pour moi, c'était un calme où tout est sous contrôle en fait. Et je sais que quoi qu'il arrive, je vais faire les choses bien. C'était vraiment cette zone-là. Et c'est les fameux in the zone quand les mecs enchaînent les paniers en basket ou quand d'un coup ça court et tout s'ouvre, quoi. Exactement. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais absolument jamais été dans cette zone. Quand je jouais en France, quand je jouais en JUCO en Californie, c'était vraiment mon travail et mes capacités athlétiques qui faisaient la différence. Mais arrivé en première division, voilà, comme je dis, la première moitié de saison en tant que titulaire, je faisais quelques stats, mais c'était pas grandiose. Et c'est vraiment une fois que je suis entré dans cette zone que là, d'un coup, j'ai passé un cap. Et comme tu dis, c'est vraiment, voilà, c'est un calme effrayant où vraiment je sais que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer en fait. Voilà, on était dans la tête d'Anthony, là. Ça, c'est vraiment un truc qu'on ne pourrait pas vous raconter avec les stats de Loïc et Victor. C'est quelque chose qu'on ne saurait pas faire. Ça, c'était pour le parcours universitaire. On va s'intéresser au process de la draft. Alors, Victor, je vais te laisser le soin de commencer parce que c'est vrai que ce process, cette draft, c'est quelque chose qu'on suit et qu'une équipe, qu'une franchise, lorsqu'elle fait des choix, hein, et on est les premiers à en parler pour les Eagles, doit assumer pendant quelques années, hein. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des postes qui sont plus ou moins compliqués à évaluer pour la draft.
le poste de receveur, par définition, c'est un poste qui est compliqué parce que on va pas forcément sélectionner les meilleurs joueurs, mais les joueurs qui correspondent aux besoins d'équipe. L'équipe peut avoir besoin d'une menace profonde, l'équipe peut avoir besoin d'un receveur, comme on dit, de possession, d'un receveur slot ou autre. Donc, c'est vraiment très compliqué de projeter en fait les receveurs dans la draft parce que le niveau influe sur le fait d'être drafté ou pas, mais le fit au système influe aussi. Donc, parfois, surtout dans des 5e, 6e, 7e tours, il y a peut-être 20 joueurs qui vont mériter d'être sélectionnés et il n'y en a que 5 qui vont réellement l'être parce que justement, c'était la bonne équipe au bon moment. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a un système en NFL, bon, qui a été un peu compliqué cette année avec le Covid, mais dans les années où Anthony était là, c'est un système qui marche beaucoup. C'est évidemment les agents non draftés qui peuvent donc rejoindre les équipes. Du coup, la première question qu'on se posait, c'est comment tu as vécu tout le process avant draft, la draft, le fait de finalement pas être sélectionné. Est-ce que ça a été dur à vivre? Comment tu l'as ressenti? Alors déjà, Victor, tu as très bien expliqué le processus de la draft en termes de sélection des joueurs. Donc ça, c'est exactement ça. J'aurais pas pu dire mieux. Alors maintenant, d'un point de vue personnel, c'était vraiment une période incroyable parce que en tant que joueur et compétiteur, c'est quelque chose que j'ai attendu depuis mes 16 ans. À partir du moment où j'ai eu pour objectif d'aller jouer en NFL, bah, la draft, c'est quelque chose que tous les ans, je suis. Je regarde tous les documentaires possibles sur les prospects que j'aime étudier, etc. Donc moi, juste après avoir gagné donc, le bowl game contre Arizona, c'était donc le match, c'était le 27 décembre. Le 28, au matin, j'étais revenu à la fac. Et le 28 après-midi, j'étais parti pour les vacances, en gros pour une semaine de vacances et me reposer parce que je m'étais blessé l'épaule lors du dernier touchdown. J'étais parti à Tennessee. Ensuite, j'ai emménagé à Los Angeles pour m'entraîner. Donc, en gros, comment se passe le processus de la draft? Il y a ce qu'on appelle l'NFL Combine et le Pro Day. Donc, les Combine, on est généralement 200 joueurs à être invités. Et du coup, on passe tous les tests physiques, des tests médicaux, des interviews avec les franchises NFL. Et seule l'élite est invitée pour ces combats. Donc moi, j'ai pas pu le faire parce que malheureusement, c'est pas juste avec une grosse fin de saison en tant que senior qu'on peut y aspirer. Mais du coup, on a ce qu'on appelle le Pro Day. Okay, donc chaque faculté a une journée avant la draft où la fac va recevoir les franchises NFL qui décident de se déplacer et où tous les prospects qui sont éligibles vont pouvoir performer de ces mêmes tests physiques, ces mêmes interviews. Du coup, pour cela, les joueurs généralement partent dans des centres d'entraînement en Arizona, en Floride, en Californie. Moi, j'ai préféré aller à Los Angeles. C'était un choix personnel, un choix fait avec mon agent aussi. Et du coup, de janvier jusqu'à fin février, je me suis entraîné tous les jours à travailler donc, certains aspects techniques, des aspects tactiques pour les interviews qu'on allait faire, etc. Début mars, mon Pro Day à la fac. Ça s'était très bien passé. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. Après, à partir du moment où tu as fait le Pro Day et que tu as été interviewé par les facs, que tu as démontré tes aptitudes physiques, après, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Donc, c'est une période qui est très stressante. C'est très stressant, mais en même temps, elle est tellement excitante parce que tu sais que ça peut payer, quoi. Ça peut payer. Du coup, à ce Mais tu avais quelle moment-là, équipe avant qui te la suivait, draft, toi? j'avais Baltimore. J'avais les Chargers, j'avais les Patriots et Arizona. Mais à aucun moment, j'avais parlé avec Philadelphie. Et c'est vraiment quand la draft était terminée et que là, je me dis, waouh, donc là, tout ce que j'ai fait, c'est un peu pour rien parce que moi, il y a certains sites qui prévoyaient que je sois un choix de dernier tour de draft. Et ouais, à ce moment-là, tout est flou en fait. Tu te remets en question, tu remets en question tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et 2 heures après la draft, j'ai eu un appel de Philadelphie. Et voilà, donc j'ai parlé avec le GM, avec le head coach, avec le coach receveur qui m'expliquait que
voilà, ils avaient vu mes films, ils m'avaient étudié et qu'ils avaient besoin d'un deep threat, mais aussi donc, d'une menace profonde, mais aussi d'une bonne cible pour les situations de red zone. Et voilà, du coup, après la draft, en fait, les Eagles ont été la seule équipe à me proposer un contrat de undrafted free agent. Mais j'avais aussi des essais pour Arizona et les Browns. Et du coup, en fait, je me suis dit, au point où j'en suis, je ne peux pas me permettre d'aller dans une équipe juste pour faire des essais alors qu'on a, même si ce sont les champions en titre, hein, je ne peux pas me permettre de refuser la seule équipe qui me propose un contrat. Surtout que bien qu'il soit champion en titre à ce moment-là, quand j'ai regardé les receveurs, leur manière de jouer, ils n'avaient pas de receveur star à ce moment-là. Ils avaient un Alshon Jeffrey qui était un vétéran et qui était évidemment respecté, mais Nelson Agholor, en termes de stats, il n'était pas incroyable. Et ils avaient drafté l'année d'avant Mac Hollins et Shelton Gibson. Gibson et Hollins qui avaient uniquement participé sur Special Team. Donc je me disais, en soi, moi je suis un compétiteur, je n'ai pas peur de me frotter à eux. C'est sûr que le niveau des receveurs des Eagles ces années-là, c'était pas fou, surtout qu'Alshon était blessé. Donc, je crois qu'il a loupé les 3-4 premiers matchs. Donc, Ouais, c'est sûr que sur le papier, c'est sûr que tu te dis, il y a une opportunité. Ouais. Il y a moyen de exactement, te faire une exactement. place. Je crois qu'il y avait déjà aussi Greg Ward. Je pense que tu as Oui, dû côtoyer Greg, Greg Ward, ouais. qui est. Bah, c'est le seul receveur qui est encore Ouais, là-bas, hein. Il y a Qui Alshon joue en tout cas. techniquement, mais Sean Ouais, Jeffrey, il est mais là, mais il a pas joué depuis l'Antéchrist et on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais... Alshon Jeffrey, je ne l'ai jamais vu s'entraîner. À Ah bah partir du nous non plus, moment, nous non plus. à partir du moment où je suis arrivé aux Eagles pour les OTAs, il était tout le temps en rehab. Ensuite, pour les camps d'entraînement, il avait joué, et, enfin, il s'entraînait de manière limitée. Et ouais, enfin, moi, j'ai jamais pu voir ce qu'il donnait à Alshon Jeffrey en vrai. C'est drôle. J'ai pu étudier son film dans les archives vidéo que je regardais pour étudier les tracés, comment bien les courir, comment les courir contre telle défense, etc. Ou Mais comment attaquer les ballons, puisqu'il est assez bon ouais, là-dessus. Donc, ouais, tu n'as jamais pu échanger avec lui, demander des conseils ou... si, échanger avec lui, bien sûr. Bien sûr, Alshon Jeffrey, c'est un des joueurs qui me donnait le plus de conseils avec Nelson Agholor et Mac Collins. Mais moi, j'aime bien aussi pouvoir juger de mes propres yeux, en fait. Ouais, de le voir sur le terrain Ouais, en live à quelques mètres. c'est ça. Mm. Et tu parlais de Greg Ward qui joue, qui était une des révélations de la fin de la saison dernière, alors qu'il était dans le practice squad, qui est aujourd'hui allez, le troisième ou quatrième receveur, mais c'est celui qui fait les tracés courts, qui est souvent en slant, enfin ce genre de choses. Tu pouvais t'attendre à ce que ce garçon soit dans l'effectif, dans le roster et soit important pour l'attaque de Philadelphie ou pas du tout? Moi, oui. Moi, oui. Et pour ma part, en fait, c'est pas surprenant. Quand je suis arrivé à Philadelphie, euh, Greg, il sortait donc d'une première année en practice squad. Mm. OK? Mais c'est un receveur qui avait non seulement le respect des coachs, mais aussi de tous les joueurs et notamment les quarterbacks. Greg Ward, il a joué quarterback à la fac de Houston, OK, où il était un peu une sorte de Lamar Jackson, hein. Il lançait, il courait énormément, il faisait de très belles stats et il a décidé de changer de position de par sa petite taille. Mais c'est un receveur qui est top. Il a le football IQ d'un quarterback de haut niveau et athlétiquement, même s'il n'est pas très grand, il a une bonne vitesse et il est capable de courir de très beaux tracés. Il a des mains sûres. Donc moi, ça ne m'a pas surpris. Euh, Là où j'étais surpris, en fait, c'est comment, en fait, le staff, donc quand je dis le staff, c'est les coachs, c'est aussi le player personnel, comment ils choisissent les joueurs, en fait. Parce que le camp d'entraînement que j'ai fait avec Greg Ward, quand moi j'ai été cuté, Greg Ward, il a été cuté et a été signé en practice squad peut-être 2 semaines plus tard. Et ensuite, il n'a pas été gardé. Il a joué dans la ligue, l'Alliance Football League. Euh, on l'a rappelé ensuite en practice squad. Ensuite, je crois qu'il a joué en XFL. En fait, c'est quelqu'un qui n'a fait que des va-et-vient, mais
je sais pas pourquoi, parce qu'il méritait pas ça. Greg Ward, c'est un joueur qui mérite dès le début de faire partie des 53. J'ai vu des joueurs gardés dans les 53 à Philadelphie et je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Après, c'est l'aspect business que moi, je ne maîtrise pas. C'est le statut Mm. aussi de certains joueurs qui ont été draftés, donc il faut les garder parce que C'est sinon ça ça. fait mauvais Bah, effet. pour le coup, Shelton Gibson, c'est exactement ça. C'est Ouais, il y a pas que. c'est un gars que j'aime énormément, Shelton Gibson. Vraiment, c'est un bon gars. Mais j'ai jamais vu un receveur qui dropait autant de balles à l'entraînement Ouais, et qui connaît pas, c'est et les qui ne connaissait retours pas qu'on ses avait. jeux. Ouais. Et qui ne connaissait pas ses jeux. Mm. Moi qui me prenais la tête les fois où j'avais peut-être 2 erreurs ou 3 erreurs d'assignation à l'entraînement, et lui qui venait me voir, Anthony, t'inquiète pas, moi, ma première année, je te cache pas. En gros, il me disait, moi, à ce moment-là du camp d'entraînement, je ne connaissais pas autant que toi, tu connais en termes de cahier de jeu. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais toi, tu as été drafté, mon gars. Toi, c'est pour ça aussi. Tu vois. C'est ouf. Et pour renforcer un peu à ton propos, si on a changé 5 années de suite de coach des receveurs, c'est bien qu'on se pose des questions quand même sur les gens qui étaient en place et la manière dont les choix ont été faits. McCollins, clairement, on a vu que il avait pas. Alors, est-ce qu'il n'avait pas de talent? Ça, c'est pas sûr, mais est-ce qu'il n'avait pas la mentalité? Ça, c'est sûr. Donc, c'est des choses. Ça se voit quand même à l'entraînement, un joueur qui se bat, qui travaille, et un joueur qui est un peu, sans prendre l'exemple de Hollins en général, mais un joueur qui est un peu paresseux, etc., ça se ressent, je suppose, au camp d'entraînement. Moi, c'est simple, hein. Sur ce podcast, moi, je vais donner mon ressenti cru. Et après, c'est personnel, donc c'est pas objectif, mais c'est mon avis. Euh, un gars comme McCollins, euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent footballistiquement parlant. C'est lui, par exemple, avec Nelson Agholor, il n'hésitait pas après les entraînements où tout le monde rentrait donc le soir à 19h à l'hôtel. Non, il restait les deux pour m'aider parce que j'avais énormément de questions sur le cahier de jeu. Je voulais être sûr d'être parfait, quoi. Et donc, en termes de football IQ, il est au top. Il connaissait le cahier de jeu aussi bien qu'un quarterback. Il savait exactement les ajustements qu'il fallait avoir. Maintenant, en termes d'entraînement, j'ai jamais compris pourquoi, mais en fait, il y a des favoris. D'accord? Je sais, et ça, encore une fois, hein, c'est mon point de vue. Je sais pas de me trouver des excuses ou quoi que ce soit, hein, mais à partir du moment où, comme tu l'as dit, ça se voit à l'entraînement, quand un joueur se donne à fond. Un joueur, il peut se tromper, il peut perdre une rep, mais ça se voit s'il a mis toute l'intensité et tout son effort. Et il y a des receveurs comme ça qui étaient excusés, alors que pourtant, c'était pas un Alshon Jeffrey dont on parle. C'est pas un receveur qui a fait 10 ans dans la ligue et qui a montré Là, c'est des pas un choses. receveur avec un contrat à 10 millions et C'est ça. tu Et, l'excuses parce que c'est l'entraînement, parce que tu sais qu'en match, il va performer et qu'il a déjà prouvé. ouais. Là, c'est. Et pourtant, malgré, donc moi, quand je suis arrivé, ça allait être donc sa deuxième année, malgré une première année où il a inscrit peut-être un ou deux catchs, il avait fait 2 catchs pour un Il touchdown. avait fait un touchdown longue Ouais, distance et il avait longue vécu distance. là-dessus toute l'année. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, il contribuait surtout en spécial team. mais à part ça, en fait, je comprenais pas pourquoi les coachs l'aimaient autant, en fait. Après, c'est un truc, moi, je peux pas me permettre de me focaliser là-dessus. Donc, moi, après, je faisais en sorte de me focaliser sur ce que moi, je pouvais contrôler, ce qui est mon effort et connaître le cahier de jeu, tout simplement. Mais en effet, comme tu l'as dit, les coachs de receveurs ont été changés maintes et maintes fois. Le coach receveur, quand je suis arrivé, coach Brew, il n'a pas fait long feu. Non, non, bah. De toute Non, façon, et McCollins a été un accident industriel puisqu'il il a fait à peu près un catch sur 20 targets. Ça a été terrible. non, mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que ça rejoint ce qu'on avait entendu, je crois, la saison 2019, où après le camp d'entraînement, en fait, tous les insiders pensaient que Greg Ward allait faire le camp plutôt que McCollins. Ah, Et mais clairement. au final, c'est McCollins qui a fait le camp et Ouais, ils ont dû attendre le match contre Miami en semaine 12 ou 13 pour enfin virer Hollins et mettre Ward ouais. dans l'équipe. Et Ward, il a tout de suite apporté quelque chose, quoi. Alors que les receveurs cette année-là, c'était catastrophique.
sur tous les niveaux. Donc, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas trop étonnant ce que tu nous dis. C'est vraiment l'impression qu'on a de l'extérieur sans avoir les images devant nous ou des infos de joueurs ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que je sais pas si tu es d'accord avec le fait, les joueurs NFL disent souvent qu'au premier entraînement, tu sais déjà si un joueur il peut jouer ou pas en NFL. Est-ce que tu as eu le sentiment, toi, en voyant certains joueurs à l'entraînement, que tu disais, bah, lui, il a le niveau pour jouer en NFL, lui, ça va être compliqué, Euh, ou est-ce que tu avais besoin de temps pour te faire un avis sur certains ou... oui, parce que je ne peux pas me permettre, moi en tout cas, de juger quelqu'un par rapport à un seul entraînement, parce que je me dis que tout le monde peut avoir un mauvais jour. Ouais, Mais au bout d'une semaine d'entraînement, tu le sais. d'accord. Et ça, par exemple, je le dis souvent à mes compères, donc à des gens avec qui j'ai pu jouer en France, en équipe de France, etc. Et qui me demandent du coup, voilà, comme mon expérience à Philadelphie, etc. Et je leur dis, en fait, il y a des gens en NFL, honnêtement, je ne sais pas comment ils sont arrivés là et je ne sais pas surtout comment ils restent là. Il y a des joueurs, j'ai eu beau les regarder et me dire, voilà, ok, c'est peut-être un entraînement où il est un peu off, mais quand ça s'enchaîne, tu te poses des questions. J'ai vu des gens à la fac, tu l'as dit, donc Purdue, c'est une fac qui est dans une très grosse conférence, la Big Ten, considérée comme ouais, l'une des meilleures conférences avec la SEC, etc. Mais il est vrai que Purdue, c'est quand même une fac de basketball. D'accord? Vraiment, le Midwest, c'est une région où le basketball, c'est au top. Et pourtant, j'ai vu dans ma fac des joueurs qui avaient le calibre pour jouer en NFL et qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un try-out. Et j'ai vu des gens à Philadelphie, on a parlé de receveurs qui droppaient, ça peut arriver, mais des defensive backs qui ne connaissaient même pas des aspects tactiques qu'en première division, tu es censé connaître. Même des joueurs qui, athlétiquement, je ne comprends pas comment tu peux arriver en NFL. Et pourtant, il y a ces mêmes joueurs-là, tu en as qui réussissent à rester, à s'accrocher à une équipe en practice squad pendant 2 ans. Et je comprends pas. Et tu sais, même nous, du côté des Eagles, on a même des défenseurs qui s'accrochent alors qu'ils ont les pires stats de la NFL et ils restent titulaires parce que les mecs veulent pas faire jouer les rookies. Mais ça, c'est notre quotidien dans notre podcast. Là, c'était génial. Oui, Victor, vas-y. Je veux juste dire à Anthony qu'on a eu un super éclairage sur les wide receivers, mais là, maintenant, on va rentrer dans le camp justement avec les coachs et tout le monde. Hein. Tout à fait, mais ce que tu dis, malheureusement, c'est assez symptomatique des Eagles. Alors, encore plus en défense avec Jim Schwartz, qui s'accroche aux vétérans sans jamais donner sa chance aux rookies, même les rookies sélectionnés au 3e tour, ce qui veut quand même montrer un peu la mentalité du mec. Mais on a en effet ce problème où, 1, il n'y a aucune remise en cause, et 2, c'est pas un staff qui fait jouer les jeunes. Et ça commence à devenir un vrai problème parce que nos stars, elles ont 32, 33 ans. Quand tu as 32, 33, 35, tu déclines, quand tu te blesses plus souvent. Et il y a un moment, aujourd'hui, les moins de 25 ans, The Athletic a fait un classement des équipes de NFL selon les joueurs de moins de 25 ans. Je crois qu'on est 31e. D'accord. Donc ça montre un peu le niveau actuel. Donc il y a un vrai problème et je pense que tout ce que tu racontes, ça se ressent. Ce qui est incroyable, c'est ce que tu racontes dans le camp, on le ressent en match, on le ressent dans la saison. Ouais, après, on peut passer aux défenseurs. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous l'aimez bien, mais par exemple, le safety McLeod. Ronnie McLeod, ouais. Moi, perso, j'ai jamais été très, très à fond sur lui, par exemple. Ouais, moi, il y a des corners aussi, par exemple. Et pourtant, j'aime beaucoup. Hein. Le corner Sidney Jones ou Mills. Sidney Jones, c'est le bust absolu. Et puis Mills, on n'est pas fan non plus, je te rassure, tu peux y aller. Et voilà, pour le coup, c'est de cornerback. Et vraiment, surtout Mills. Ah, il est parce lent. que Mills, c'est Mills, il est catastrophique. Athlétiquement, non? Là, même pas. Ah, athlétiquement, par exemple, on va prendre par exemple un corner à Philadelphie qui a été drafté la même année où moi j'ai signé, Avante Maddox. Ouais. D'accord?
Maddox, tout de suite, j'ai su qu'il allait faire l'équipe. C'est un bon corner, ok, très rapide et du coup, sa première année extrêmement utilisée sur Special Team. D'accord. J'ai vu des éclats où vraiment à l'entraînement, il faisait des jeux incroyables. Ok. Mills, j'ai jamais vu faire ça. Et pourtant, c'était notre titulaire. Et en match, on le voyait se prendre des balles, des sacrées balles hein, quand même. Ah non, Ah bah, bah, c'était Mills, il s'est catastrophique. toujours pris 200 yards par match. Ce qu'il sauve et ce qui fait qu'il est encore dans l'équipe, c'est qu'en red zone, il a réussi pas mal de bons plays et pas mal d'interceptions. Mais ça fait partie de ces joueurs qui, s'ils n'avaient pas été dans l'effectif en 2017 et qui peuvent pas dire aujourd'hui j'ai ma bague entre guillemets, ils seraient déjà plus dans l'effectif. C'est là où quand je te dis il n'y a pas de remise en question, c'est qu'on garde Non, des mecs mais- de 2017 parce qu'ils ont gagné le Super Bowl et jamais on se dit tiens, il faudrait changer. Non, Après, mais- juste, Loïc, je te laisse parler, mais juste Sidney Jones, qui c'est vrai est un des plus grands busts qu'on ait eu puisqu'il avait été sélectionné au deuxième tour, il a quand même pour lui qu'il s'est brisé la jambe juste avant la draft, donc peut-être que s'il n'avait jamais eu cette énorme blessure, il aurait pu avoir le niveau qu'on espérait de lui. Non, bien sûr. Et puis à la fac, il était vraiment. Ouais, à la Pour fac, il l'avoir était étudié, il était extraordinaire. vraiment top. Bah, c'était Mais un. on t'écoute, Loïc. Même si Nate Jones était annoncé même top 10, top 15 à la Top draft 10, avant de top se 15, blesser. ouais. Ouais. Avant sa blessure au Donc, Pro Bowl. c'est malheureux pour lui. Non, pour Maddox, c'est intéressant parce qu'il faut se souvenir que Maddox, il a commencé à jouer son année rookie, mais quand il y a eu la dizaine de blessures au poste de cornerback comme chaque année aux Eagles, c'est qu'au final, en fait, Schwartz, il n'a pas eu d'autre choix que de le mettre sur le terrain. Et ça, c'est le problème, je trouve, aux Eagles, c'est que pour les jeunes, tu te retrouves souvent sur le terrain par obligation, en fait, parce que tu n'as plus d'autre choix, tu as 150 blessés à la même position et voilà, c'est dommage parce qu'on le voit bien, hein, il y a des jeunes qui ne peuvent pas former. On a vu là cette année le rookie Wallace au poste de safety, ils l'ont mis contre George Kittle, donc forcément bah, il a perdu des batailles. Hein, c'est George Kittle, il est énorme, mais il avait montré des choses intéressantes et depuis il n'a pas rejoué du tout. Donc Ben non, il y a puisqu'on des préfère fois, mettre Jalen Mills en safety. bah, c'est ça, ouais. En fait, on comprend pas trop comment les joueurs sont évalués. En tout cas, ce qui est très intéressant, tu vois, c'est ce qu'on passe notre temps à dire dans le podcast, le Quai Victor, c'est qu'on cible les joueurs que vient de donner comme nom Anthony. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'un observateur qui regarde, qui est pas sur le terrain, par rapport à quelqu'un qui a fait le camp, donc qui était sur le terrain, bah, le ressenti à l'arrivée en fait. Il est le même. C'est que un niveau de joueur, bah le mec il sait ou il sait pas faire. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est soit tu sais, soit tu sais pas. Mais tu parlais du choix des joueurs. On a parlé de Jim Schwartz. On peut s'intéresser à Doug Peterson aussi parce que là il est dans l'œil du cyclone. En ce moment c'est un peu plus difficile. Même s'il a gagné, même s'il a toujours emmené l'équipe en playoff et même si on est premier de division pour le moment. Tu avais quel type de rapport avec lui? Est-ce que tu en as eu déjà ou est-ce que tu étais avec les autres coachs des postes spécifiques et comment est-ce qu'il encourageait les jeunes, lui, ou en tout cas les draftés ou ceux qui venaient de signer? Non, pas vraiment une relation personnelle avec Doug, hein, pas du tout. Honnêtement, à part quand je suis arrivé au camp rookie et voilà, on s'est parlé à la cafétéria quand je venais de signer mon contrat. À part ça, non, c'est essentiellement les coachs de position, les cordos. Et voilà, après, le seul moment où il y a un semblant de relation, c'est quand il y a le meeting équipe ou special team et qu'il est là et qu'après tu dois sortir de la salle pour être dans ton meeting de position et que tu lui lâches un petit bonjour, comment ça va en partant. Ouais. Ouais, c'est très léger. C'est très, très Ouais, léger. c'est très léger. Après, moi, la raison que je me suis donnée, c'est que voilà, arriver en NFL, c'est pro, c'est le business. Donc, je peux imaginer qu'il ait eu une autre relation avec d'autres joueurs qui avaient été draftés plus tôt. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, il y a 90 joueurs pendant les camps d'entraînement, donc ça doit être compliqué d'essayer de connaître tout le monde et en puis ça va et quelques vient. semaines. S'il y a un truc que moi, j'étais pas au courant du tout, c'est que moi, j'avais dans ma vision des choses, un camp NFL, bah, c'était, voilà, il y avait des deadlines et que si tu étais dans l'effectif, bah, tu y restais, mais on ne pouvait pas te cutter avant ces deadlines. Tu vois, je pensais que c'était comme ça, alors qu'en fait, non. Tu peux te faire cutter
À tout moment. Et surtout, c'est- à tout moment, mais les coachs, ils sont même pas au courant. Ah ouais. Par exemple, euh, c'était 2 semaines avant que moi, je me fasse cutter. On travaille, on est en train de préparer le match, le deuxième match. Le deuxième match, c'est contre les Patriots. On a un meeting special team suivi d'un walkthrough. Donc, un petit entraînement léger. On a juste le maillot, on n'a même pas de casque et vraiment, c'est en joguant. On sort du meeting avec une liste de la depth chart pour le punt return, etc., etc. Et ça, évidemment, vu qu'on est en période d'évaluation, ils montent la depth chart et après, ils la font disparaître. Et c'est à toi de savoir exactement quand est-ce que tu es, tu es le remplaçant de qui est derrière toi, etc. Et du coup, on arrive sur le terrain, on appelle les gens et moi, j'étais donc troisième groupe sur punt return en tant que end. Et du coup, je connaissais le titulaire, je connaissais le deuxième et ensuite moi. Et la personne qui était sur premier groupe sur punt return en tant que end, entre le meeting et le walkthrough, il avait disparu. Enfin, c'est pas Et drôle, je me mais. dis, c'est bizarre quand même, parce qu'on parle quand même d'un mec qui est prévu titulaire en special team contre les Patriots. Il s'était fait cutter. Et moi, quand j'étais cuté, bah, c'était la même chose. Ça a été en sortant d'un meeting avant walkthrough, à 2 jours du dernier match de pré-saison contre les Jets. Mais alors, du coup, est-ce que c'est encore plus déceptif? Est-ce que ça fait encore plus mal finalement que ça se passe comme ça? Ou comme tu l'as dit, c'est du business, point. Non, moi, ça fait mal. Ça fait mal, surtout que, en fait, lors des pré-saisons, enfin, pardon, lors des matchs de pré-saison, les coachs expliquent comment les rotations vont se passer. D'accord? Donc, sur les 4 matchs de pré-saison, un gars comme moi qui a été signé en tant qu'undrafted free agent, on a des chances de jouer la moitié du 4e quart-temps lors du premier match. La toute fin du 4e quart-temps, genre un drive ou deux si tu es chanceux au deuxième match. Pas du tout sur le 3e. Et le 4e. Et au moins toute une mi-temps sur le 4e match. Donc moi, je rentre premier match contre les Steelers relativement tôt dans le 4e quart-temps. Malheureusement, je suis avec un QB3 qui est extrêmement stressé. Et je vais vous expliquer à quel point il est stressé. Il appelle un jeu dans le huddle. On joue, tac, on se remet en place en huddle, mais pas un huddle. C'est pas du no huddle, mais c'est pas un huddle, on prend tout notre temps non plus. Il appelle le mauvais jeu. On se met rapidement en place. Et en fait, je vois, moi, la sideline, donc le corps offensif, le coach receveur, qui deviennent fous, qui commencent à faire des grands gestes. Et je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Le quarterback qui regarde et qui dit, non, c'est pas ça. On change, nan. Et donc, il appelle le jeu qu'il croyait être correct. Et il se retrompe encore. Donc, moi, par exemple, il a appelé un jeu où, en gros, j'ai un tracé fade, donc je vais tout droit. OK? Et je me rappelle très bien de ce jeu. La défense, c'était une couverture 3. Et sur ce jeu-là, le receveur qui est à l'extérieur ne doit absolument pas convertir son fade en comeback. D'accord? Il n'y a pas d'ajustement, tu gardes ton fade. Ce qui est un peu relou quand tu joues contre un DB qui est en cover 3. Le jeu qui avait été appelé par les coachs, c'était un jeu où je suis autorisé. Et il n'est même pas autorisé, mais il faut que je convertisse mon fade en comeback. Moi, je fais mon fade sans ajustement, parce que je suis dans le jeu qu'il a appelé, je ne dois pas le faire. Du coup, les coachs virent tous les receveurs, parce que du coup, le receveur qui était à droite aussi avait fait la même erreur. Sauf que nous, on a été privés de 3 drives. À cause de l'erreur alors que c'était l'erreur du quarterback. Sauf que donc, du coup. On est chez qui là au niveau du quarterback? C'est Callahan, qui joue ce Callahan, match-là? exactement. Ouais. Oh, lui, c'est Callahan. je ne le supporte pas. Hein. Lui, là, non, vraiment, j'ose pas dire, enfin, j'aime pas dire ça, mais s'il y a une personne que je hais dans ce monde, c'est lui. Ouais, bah, il t'a privé d'opportunités. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, voilà, donc ça, c'est pour le premier match contre les Steelers. Deuxième match contre les Patriots, voilà, j'ai droit à un drive, rien de fou. Troisième match contre Cleveland, je joue que sur Special Team. Quatrième match, donc contre les Jets, encore la veille
Ok, la veille d'avoir été cuté, j'ai le cordeau offensif, le coach receveur, Ashon Jeffrey et Nelson Aguilar qui viennent me voir à chaque fois dans un temps différent pour me dire Anthony, pour ce match-là, ça va être ta chance. Faut que tu sois sûr d'être en bonne condition physique. Il faut que tu sois capable de courir parce que je vais faire que ça. Moi, je suis OK pour ça. Moi, il n'y a pas de souci. Et le lendemain matin, après un meeting, boum, on t'annonce que tu ne joues pas. Alors que la veille, on te dit encore que tu vas jouer toute la deuxième mi-temps. Tu vois? Mais le pire, c'est que le coach de position, il est peut-être même pas au courant que tu vas être cuté. Hein. Lui il est sûrement très honnête dans sa démarche en plus. C'est exactement ça. Le corps offensif, le coach receveur n'était pas au courant. Mais ce sont des moves qui sont faits par le player personal. Et en fait, c'est là où j'ai compris que à un certain degré, les coachs, en fait, ils font avec les pièces que leur donne cette partie du staff. D'accord, ils vont sans doute donner leurs avis sur des joueurs, par exemple les joueurs draftés, etc. Mais après, c'est un peu juste des pions, en fait. Ouais, bon, on va changer ce pion-là. On a besoin d'un tight end. Moi, c'était l'excuse qu'ils m'ont sorti, par exemple. C'était pour le dernier match, comme on avait Zach Ertz. Zach Ertz qui était titulaire et qui, c'est un peu, c'est une superstar un peu en tant que tight end. Il ne devait pas jouer le dernier match. On avait Goddard, le tight end, qui avait fait de très, très, très bonnes performances en pré-saison. Du coup, on savait qu'il allait faire l'équipe. Du coup, ils avaient dit, on ne va pas le faire jouer. Le tight end 3, c'est quoi son nom déjà? C'était pas Rodgers déjà à l'époque? Rodgers, ouais, c'est lui, qui là fait de bonnes performances. Il était blessé au genou. Ouais, il se blesse contre les Patriots, je crois. Et du coup, il devait appeler il y avait déjà un tight end 4, mais il devait appeler du coup un 5e tight end, alors qu'ils savaient qu'ils allaient le cutter après le match. Ouais, mais parce comme qu'ils ils en avaient besoin de 2 pour le match. C'est ça, exactement. Ah, mais c'est là où on ne se rend pas compte qu'en fait, en NFL, pour bon nombre de joueurs, il y a une question de timing et de chance par rapport aux événements qui peuvent se passer à d'autres positions dans le roster. C'est ça. On en parlait pour Travis Fulgham. Travis Fulgham, je veux dire, 6e tour, cuté par les Lions, cuté par les Packers, cuté une première fois par les Eagles. Le mec, il y a une avalanche de blessures. Il se retrouve un peu au hasard titulaire. Finalement, depuis la 4e semaine, c'est le receveur qui capte le plus de yards en NFL. C'est le receveur numéro 1. Exactement. Donc, je veux dire, c'est le facteur chance est immense. C'est vrai que Greg Ward, tu en avais parlé, lui, il fait 17 allers-retours, je crois, de tête. Donc, lui, bon, c'est une exception. Mais dans la NFL, ça joue souvent à rien. Et quand tu disais influence des coachs, je pense que, par exemple, aux Eagles, si on prend l'exemple de 2018, ça s'applique encore plus à l'attaque qu'à la défense, parce que Jim Schwartz, qui est donc le coordonnateur défensif, qui a été head coach en NFL, qui est là depuis un moment et tout, je pense qu'il a un peu plus son mot à dire qu'en attaque où c'était Mike Groh, c'était des gens qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas forcément une grosse légitimité. Et dans ce cas-là, on leur dit, écoute, en effet, comme tu dis, tu fais avec ce que tu as et tu choisiras pas qui sont les joueurs qui font l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de ça là, sur Travis Fulgham? C'est un bon exemple quand même. Parce que le gars, il explose cette année. C'est le meilleur receveur depuis qu'il joue en week 4. Quoi. Ça tient à rien. Ça tient à rien. Après, le truc, c'est que c'est quelque chose qu'on te dit à la fac déjà. On sait comment ça marche à la NFL. Et c'est pour ça que mon coach receveur ma dernière année, que j'ai malheureusement que je n'ai eu que ma dernière année, mais il répétait souvent ça aux jeunes, c'est que vous avez 4 ans à la fac pour vous mettre dans une situation où vous aurez plus de chances en NFL. Un mec comme, ça c'est mon exemple préféré, Laquan Treadwell, receveur qui jouait à Ole Miss, All-American, d'accord? Très, 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 très gros bust aux Vikings. Premier tour de draft. Premier tour de draft. Très gros bust aux Vikings. Mais, parce que justement, c'était un premier tour de draft, on le garde. Et il a même eu des chances dans d'autres équipes. Ouais, à un moment, on n'en peut plus.
on le cut et on le ramène en practice squad à la fin de la saison. C'est arrivé aux Vikings. Ensuite, là, il a quand même une chance d'intégrer le camp d'entraînement des Falcons cette année. Mm. Il a été cuté pour ensuite être rappelé en practice squad. Et pourtant, c'est des gars qui n'ont jamais rien fait et qui ont eu leur chance. Mais parce qu'il y a un pédigré, ouais. Il y a toujours le pédigré de first round pick. C'est ça. Bah, ça, c'est sûr qu'il y en a qui s'accrochent qu'à ça hein, et qui font une carrière entière sur j'ai été au premier ou au deuxième tour. Moi, j'avais une question un peu polémique, polémique, plus ou moins, mais est-ce que tu as l'impression que dans un sport comme la NFL, c'est pas la NBA, il n'y a pas des Européens dans tous les sens ou des Africains dans tous les sens ou des joueurs d'Australie ou autres, est-ce que tu as l'impression que c'est plus dur de réussir si tu n'es pas américain? Ça, c'est une réflexion et des questions qu'on me pose souvent. Mais la réponse, elle est claire et nette. Oui. Parce que justement, à l'échelle globale, le football américain, ce n'est pas aussi populaire que le basket. Alors, ça a pris du temps pour le basket déjà. Si on se focalise sur le basket, ça a pris du temps. Maintenant, grâce à des joueurs comme Tony Parker, etc., on a eu un plus grand essor de joueurs français. Après, on a aussi des joueurs européens, on a eu des Africains, etc. Parce qu'il est reconnu maintenant que voilà, le basket, c'est un sport qui est mondial. Le football américain, ça ne l'est pas. Oui, ça se joue partout. Ça se joue au Japon, ça se joue en Chine, ça se joue partout en Europe, en Australie, etc. Mais ce n'est pas un sport qui est reconnu. Et en tout cas, le niveau à l'étranger, il n'est pas reconnu aux États-Unis. Quand on est encore en 2020, il y a des coachs aux États-Unis qui ne sont pas au courant qu'il y a eu la NFL Europe, qui ne sont pas au courant que ça joue en Europe. Tu vois? Et il y a eu d'incroyables joueurs qui sont sortis de la NFL Europe. Hein, oui. Ça a été un magnifique vivier. J'ai envie de dire que les deux seuls qui ont le droit à une chance, c'est les Australiens quand ils jouent punter, apparemment. Ça marche. Et les Tongiens et les Fidjiens quand ils veulent jouer homme de ligne. Ça aussi, apparemment ça marche. Mais, Ah bah Mailata, sinon aussi. Hein. C'est un oui, peu non, 13, mais il y a Mailata, ok, il y a parfois une exception ou deux, mais c'est vrai que quand tu vois la NBA où tu as 30% de joueurs étrangers ou un truc comme ça, nous, on est clairement très loin de… là, je pense que ça prendra beaucoup de temps avant d'arriver à 30%. Non, mais Anthony a raison, on n'a pas de culture de ça, ils le savent, donc ils n'imaginent même pas qu'on puisse s'amuser à lancer, faire des podcasts sur ça. Enfin, pour eux, c'est même pas le néant, c'est en dessous le néant, ça n'existe pas, quoi, tout simplement. Voilà. C'est clairement ça. Et puis Mailata, par exemple, lui, pour le coup, ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il a un physique hors norme. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était l'un de nos plus grands linemen à Philadelphie. Mais attention, il s'est bougé, grâce au rugby notamment. Et c'est ça qui a plu énormément à Philadelphie. C'est ça. C'est un excellent athlète. Est-ce que tu as reçu parce que tu nous parlais de Callan et tout ça, est-ce que tu as reçu des ballons de Wentz ou de Foles? Est-ce que tu as pu faire quelques jeux avec eux? Non, pas du tout. À aucun moment où tu as pu? En match, non. Non, pas en match, je parle à l'entraînement. Je parle à l'entraînement. Hein. Non, à l'entraînement, oui. Parce qu'encore une fois, bien que je n'ai pas été parfait au camp d'entraînement, et là, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu d'amertume, pardon. Mais c'est que au camp d'entraînement, je faisais de très bonnes choses. Et c'est pour ça que ça m'a fait encore plus mal d'être cuté à 2 jours d'un match qui était primordial pour moi et très, très important. Il y a un moment où, avec les blessures qu'il y avait eu, j'étais en deuxième groupe et je jouais avec Carson Wentz. Et je captais des balles de Carson Wentz. Et je faisais des gros jeux contre la défense. Tu vois? Les balles, c'est comment quand tu reçois un ballon de Wentz? C'est simple. Enfin, je veux dire, quand tu as un mec qui a été pro bowler, ça joue. Bah oui. Et c'est peut-être bête de dire ça, mais il y a une différence. Il y a une différence entre un bon QB de première division et un QB comme Carson Wentz. Les gens, ils se disent, oh, la balle, voilà, c'est le spiral, point. Non, ça joue. Il y a un certain toucher, il y a un certain… Des fois, c'est difficile à décrire, mais il faut être dans le jeu pour comprendre. Il faut capter une balle de Carson Wentz pour comprendre pourquoi c'est, entre guillemets, c'est agréable d'attraper une balle de Carson Wentz.
Et c'est pas pour rien que c'est un excellent QB. Tiens, d'ailleurs, puisque tu parles de Carson Wentz, qu'est-ce que tu penses de son début de saison? C'est vrai que C'est c'est. vrai, c'est vrai qu'on a la revenir. Ouais, bah, même moi, je suis C'est dégoûté. Hein. inexplicable, hein. Je suis un de ses plus grands fans. Je comprends pas ce qui se passe. C'est une descente aux enfers, là. Est-ce que tu penses que toi, c'est que le joueur ou est-ce que il y a besoin peut-être d'un changement de coaching staff ou est-ce que tu penses qu'il est fini comme Victor le pense actuellement? Non, j'ai pas dit qu'il était fini. J'ai juste Si, dit. tu lui as dit, tu l'as même textoté, tu étais fini, Carson, laisse la place à Jalen. Tu l'as dit. J'ai tu mis l'as un dit. point d'interrogation. Non, Est-ce que alors déjà, avant même de répondre à cette question, parlons du duo que j'ai pu connaître du coup de Nick Foles et de Carson Wentz. Ouais. C'est vrai que Carson Wentz, pour moi, ça reste un très bon quarterback. Mais Nick Foles, c'est quelqu'un aussi. Hein. Et pour le coup, si je devais choisir entre l'un des deux, il est vrai que moi, je serais plus vers Nick Foles que Carson Wentz. Et j'ai Mais trouvé. excuse-moi, d'un point de vue joueur, d'un point de vue personnalité, Non. D'un point de vue franchement, d'un point de vue personnel, les deux, ils sont à peu près pareils. Hein. Ce sont deux QB qui, hors du terrain, c'est des personnes qui sont réservées, qui ne parlent pas beaucoup. Je dirais Nick Foles un peu plus que Carson Wentz. Carson Wentz, pour le coup, il ouais, parle parce pas. que je sais que tu as dû en entendre parler, mais ces articles avec les sources anonymes et des relations de Wentz avec les joueurs, c'est quelque chose sur lequel on sent qu'il essaye de travailler, et que, notamment avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement sur les injustices, et il a essayé de se renseigner et de comprendre un peu certains de ses coéquipiers. Mais ouais, est-ce que tu sens vraiment qu'il était plus renfermé que Ouais. certains autres joueurs? Ouais. Il était dans sa bulle Et à lui et. c'est ça. Mais après, non, c'est vraiment en termes de joueurs. C'est pas pour rien que Nick Foles il a réussi quand même à faire remporter un Super Bowl aux Eagles. Ah, mais sa Non, mais, finale de conférence et son Super Bowl, moi, je comprends toujours pas comment il avait. Hein. non, mais c'est ce qu'on s'était dit l'autre fois. Moi, je l'ai refait. Incroyable. On s'est parlé, on s'est dit ce qu'il fait en finale de conférence et au Super Bowl, et en plus, l'interception n'est pas pour lui, c'est juste dément. C'est quasiment une perfection de quarterback. C'est-à-dire que tout est parfait. Toi, tu as joué avec un gars qui a gagné un Super Bowl, un autre qui avait failli être MVP avant sa blessure. Je veux dire, on est peut-être dur, toi, nous, en tant qu'observateurs ou fans, mais il y a un moment, c'est intéressant ton ressenti. C'est que tu joues avec des mecs, c'est l'élite, quoi. C'est les top guns du lancer de ballon, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Mais du coup, maintenant, pour répondre à la question qui est voilà, à l'heure actuelle, du coup, par rapport à ce que j'ai expliqué, forcément que moi, je vais parler du coaching staff. Oh. Je vais parler du coaching staff. Maintenant, est-ce qu'on a le même Carson Wentz qui était capable qui performait comme quelques saisons auparavant? Peut-être pas, mais est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il est aidé? Après, évidemment, on va me parler de Tom Brady, lui a été capable quand même de faire avec les moyens du bord, pas avec des receveurs qui étaient des superstars, à part Edelman. Oui, Tom Brady, c'est quand même un quarterback qui était capable d'être efficace avec les pièces qu'il avait autour de lui. Donc forcément, si je dis ça de Carson Wentz, on va parler de Tom Brady. Là, je dis, OK, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, il y a une remise en question que lui doit avoir. Mais on peut pas dire que c'est que de sa faute. Bah, en fait, moi, ce que j'ai expliqué dans le dernier podcast, c'est que j'ai l'impression que dans cette franchise, en fait, le plus gros défaut, c'est que tout le monde a du mal à se remettre en question. Que ça soit le joueur, les coachs, le front office. C'est vraiment l'impression qui se dégage, en fait, des matchs, des décisions, de la façon de parler aussi après match. Tu as l'impression qu'il n'y a jamais de réelle remise en question de tout le monde, quoi. Donc, je vois pas comment tu peux progresser si tu te remets pas en question de temps en temps. Donc, En parlant de communication, ça me rappelle quand Doug Peterson qui dit qu'on va pas se séparer de Mike Gros. Ah oui, et puis derrière, c'est le derrière, il se fait cuter. Non, mais ça aussi, pour moi, ça aussi, c'est symptomatique, en fait. C'est-à-dire que c'est le proprio qui est obligé d'intervenir
pour leur dire, ben non, ça va pas, c'est inacceptable, vous me changez ça, c'est pas possible. Moi, je reste sans voix sur le fait que ce soit le proprio qui ait besoin de prendre ces décisions-là, alors que ça devrait être le coach et le GM. Je sais pas On ce n'a que. jamais été aussi proche des Dallas Cowboys. Le proprio Ah, prend toutes les décisions. arrête avec ça. Ne dis pas de gros mots dans ce podcast. Non. C'est Attention, plus c'est à possible, vous, quoi. hein. C'est à vous. Ouais. Ouais, Victor, vas-y. Non, je pense que sur le training camp, on a un peu fait le tour. Moi, Ouais, on a la fait question le que j'ai, c'est l'après-training camp. Est-ce que tu as eu des offres pour peut-être intégrer d'autres training camps ou jouer en AAF ou jouer en XFL? Je sais que tu as joué à Francfort, si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, est-ce que tu as eu des opportunités et nous parler d'avenir, puisque là, l'avenir s'inscrit, si j'ai bien compris, en CFL. Alors, c'est ça. Et en fait, du coup, là, je vais devoir aussi rebondir encore sur la question de est-ce que pour un Français ou pour un étranger, c'est plus dur? Euh, En tant que compétiteur, j'ai jamais voulu jouer cette carte. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, quand je pars aux États-Unis, bien que je sois français, dans ma tête, je suis un Américain, je suis un joueur américain et du coup, c'est que de par mon niveau que je vais pouvoir prendre la place d'un Américain. Maintenant, quand j'étais cuté par Philadelphie, euh, et ce qui, encore une fois, ça fait mal de le dire, mais mon agent, quand je lui demandais, voilà, quelles sont les perspectives, là, je suis de retour à la fac, je m'entraîne, etc., pour rester in shape. Et quand on me dit que telle équipe, les Ravens, est intéressée, mais que parce que j'ai pas de visa, parce qu'à ce moment-là, du coup, en fait, le deal, c'était que si je faisais l'équipe ou la practice squad, j'avais un visa, Ouais. l'athlète. Sauf que du coup, j'en ai pas à partir du moment où je suis cuté. Mon visa étudiant, il est expiré. Et bien que, honnêtement, hein, en termes de papiers administratifs, ouais, c'est que quelques papiers à remplir pour une équipe NFL. Et pourtant, c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire. Et du coup, j'ai vu des receveurs, pour le coup, auxquels, tu vois, avec qui je me suis entraîné. En termes de stats à la fac, j'avais de meilleures stats, de meilleures performances au 40 yards, des trucs comme ça. Qui, eux, après cette faculté, ont eu différents workouts, différents essais avec des équipes. Et moi, tout le temps, c'était l'équipe est intéressée, mais tu n'as pas le visa. Du coup, ils veulent pas, ils préfèrent perdre du temps avec un Américain qu'ils peuvent prendre directement plutôt que toi. Et ça, c'est un truc. À ce moment-là, on est en 2018 et je me dis comment ça se fait que ce soit si compliqué pour un athlète français d'avoir ses chances, en fait. Donc voilà, donc ouais, j'avais de l'intérêt de certaines équipes, mais j'ai jamais pu faire des workouts parce qu'ils ne voulaient pas faire cet extra effort, en fait. Et du coup, on arrive vite à fin octobre et là, j'ai plus le choix, il faut que je rentre en France parce que mon visa est expiré et que voilà, sinon je vais être illégal. Et si je deviens illégal et que je me fais attraper, bah, d'un coup, je peux plus retourner, je peux être banni du territoire. Et là, pour le coup, c'est pas un truc. Ouais, c'est terminé du coup. Voilà. Et ça veut dire que la CFL, si tu vas, la draft, c'est en janvier, hein, c'est ça? Dis-moi si je dis pas de bêtises. C'est maintenu avec le Covid, comment ça se passe? Donc, généralement, la draft, c'est en avril aussi pour le Canada. Maintenant, en gros, depuis maintenant 1 an et demi, la Ligue, elle essaye de se développer un petit peu et d'essayer d'attirer des talents autres que américains et canadiens. Du coup, en fait, depuis l'année dernière, il y a comme 2 drafts. Une draft pour les Canadiens et une draft pour les non-américains. D'accord? Et du coup, cette draft-là, elle devait avoir lieu en avril de l'année dernière, enfin en 2020, qui a été annulée à cause du Covid. Ensuite, on parlait d'avoir une saison juste en décalé qui commencerait au mois d'août. Donc, il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu beaucoup de moments de silence où on n'entendait aucune news de la Ligue.
Et au final, arrivé en août, ils nous disent que voilà, il va y avoir déjà, il va pas y avoir de saison, pas de saison 2020. Il va y avoir une draft pour les joueurs globaux, dont moi, en automne pour l'année 2020, et ensuite une autre draft avant les camps d'entraînement en 2021. Sauf que devait avoir lieu début novembre, et là, début octobre, moi, du coup, moi, je veux savoir ce qui se passe. Du coup, j'envoie des messages à la personne qui est en charge de ça, au directeur du scouting, etc., et qui m'expliquait que voilà, la draft pour l'automne, elle était annulée, mais que la draft en avril serait maintenue, et que voilà, ils espèrent avoir une saison en 2021. Du coup, pour ce qui est des perspectives d'avenir, c'est toujours vers la CFL. Toujours. Pour répondre à tes questions, après avoir été cuté par Philadelphie, etc., avant que je revienne en France, il y avait l'Alliance, American Alliance Football League. Je n'ai pas eu d'opportunité avec cette ligue. Avec la XFL, j'étais en relation avec les Dragons de Seattle. Je devais être ajouté à la draft la draft supplémentaire qui devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, en décembre. Et au final, et là, cette fois, j'étais directement en lien avec l'équipe des Dragons de Seattle et le gars en charge de la draft. Et pareil, une fois que j'ai eu en gros, j'avais été mon nom avait été mentionné par comment il s'appelle, par Douglas, le GM des Jets. Joe Douglas. Ouais, Joe Douglas, puisque j'étais encore je suis encore en lien avec lui, puisque voilà, il était à Philadelphie quand j'y étais. Il a mis mon nom, il a mentionné mon nom en me recommandant, en gros, pour dire voilà, que ce joueur, même s'il est français, je l'ai vu à Philadelphie, il est capable de jouer en NFL, mais il a besoin de s'exprimer en XFL pour avoir plus de chance. Et dès qu'il y a eu la nationalité et la question du visa, ça a échoué. C'est lui-même qui me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu aies ton visa. Et du coup, c'était à moi de lui dire comment, en termes de papier, voilà, il vous suffit de faire ça. Moi, j'ai déjà toutes les preuves qui montrent que voilà, je suis un sportif de haut niveau, etc., etc. Mais pareil, ils n'ont pas voulu passer le pas et après, ça a été silence radio. Et là, du coup, pour le Canada, tu as besoin d'un visa aussi, je crois, non? Ça se passe mieux, mais du coup, c'est directement la CFL qui s'en occupe. Ah oui, donc là, c'est bon, normalement. Mais c'est terrible d'être frustré à cause de l'administratif. Franchement, quand tu entends ça, ça rend fou parce que, comme tu le dis, c'est 2 papiers, 3 coups de tampon, 2 scans, merci bisous, quoi, en fait. C'est ça. Et puis, par exemple, avec la NFL, voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même des joueurs étrangers. Tu vois, j'ai l'exemple à Philadelphie de Mailata, tu vois, voilà. OK, il a été drafté, donc j'imagine que ils étaient plus aptes à mettre ce fameux coup de tampon, mais on parle vraiment d'un coup de tampon, c'est rien. C'est rien. Et si vraiment il y a un investissement à faire par rapport au visa, puis c'est vrai que ça coûte, je crois, peut-être 10 000 euros, enfin, 10 000 balles, un truc comme ça. Moi, j'ai dit au Dragon de Seattle, moi, je n'ai pas de problème à ce que les 10 000 euros du visa, des frais du visa, ils soient retirés de mon paycheck. Ouais. Genre, j'ai pas de problème. Mais toi, tu voulais vraiment l'opportunité de montrer ce que tu pouvais faire. Ouais, je trouve ça vraiment. Enfin, honnêtement, pour ça, j'ai pas les mots. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai jamais regretté d'être né en France comme ça, en fait. Genre, je me dis que si j'avais eu la nationalité américaine, peut-être que juste comme ça, j'aurais pu être en practice squad quelque part. Et ça, pour le coup, ça fait mal. Mais je peux pas me permettre de m'apitoyer sur mon sort parce que ça, c'est un truc que je contrôle pas. Moi, après, voilà, je suis fier d'être français et je me dis que voilà, c'est mon histoire et l'histoire sera plus belle encore. Mais d'ailleurs, sur Touchdown Actu, ces derniers temps, on a de nouveaux articles qui s'appellent Globetrotter, donc qui s'intéressent aux joueurs étrangers qu'on finit en NFL. La CFL est une vraie porte d'entrée. Hein. Bon, on a évidemment les Warren Moon et Joe Theismann auxquels tout le monde pense, mais ne serait-ce que chez nous, Alex Singleton, c'était une star de linebacker, c'était une star de CFL pendant 2-3 ans et maintenant il est titulaire dans notre équipe.
Donc c'est vrai que la CFL, c'est une vraie porte d'entrée. Aujourd'hui, comme il n'existe pas de minor league, de ligue mineure, comme il peut exister en En basket ou en NBA, baseball, surtout en baseball où eux, ils en ont 17 des ligues mineures, mais du coup, la CFL, c'est vraiment l'antichambre de la NFL. Oh, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est ça que je vise. C'est vrai que en soi, la CFL, c'est la deuxième meilleure ligue, mais c'est en termes d'argent pour les joueurs, c'est vraiment, ça paye pas beaucoup. Mais tu vois, moi, je suis dans une philosophie où je préfère jouer en CFL pour avoir une chance de rebondir en NFL plutôt que d'aller jouer en Europe ou à Francfort où je gagne très bien ma vie. Mais dans ce cas, je sais que je vais rester jouer en Europe parce qu'ils ne respectent pas le niveau européen. ouais, tu n'auras pas Tu de vois, visibilité en fait. c'est ça. Mais c'est comme, si je peux me permettre, puis on terminera là-dessus, on va parler de ton rôle de consultant pour les 5 dernières minutes. C'est comme quand en foot, un bon joueur ou un très bon joueur part dans un club qui ne joue pas les Coupes d'Europe, et puis finalement se fait repérer par des gros cadors du top 4 du championnat, et puis derrière, il est recruté, et après à lui de s'imposer. Par contre, ça, c'est encore autre chose. Bien Mais sûr, en tout bien cas, sûr. qu'au moins, tu aies cette chance. L'idée, c'est c'est de te créer ta chance, en fait, Anthony. C'est ça l'idée. C'est que C'est après ça. cette injustice de visa, il faut qu'ils acceptent de te voir, qu'on te donne une saison pleine et entière à un bon niveau pour que les mecs se disent il y aura de la place en practice squad ou il y aura peut-être un roster qui traînera dans un coin dans un autre. Après c'est à toi de jouer, quoi. C'est ça le truc. Non, bien sûr. Et moi, dans ma vie, j'ai jamais demandé que quelque chose me soit donné. Hmm. Moi, tout ce que j'ai demandé à chaque fois, c'est une opportunité. Quand je suis parti en JUCO, on m'a jamais promis que je serais titulaire. On m'a parlé d'opportunité et d'une opportunité qui était fair. À la fac, pareil. Donc, à Philadelphie, pareil. Voilà, je suis pris en tant que free agent. Je ne demande pas. Mais je veux juste, déjà, je vous remercie pour l'opportunité. Après, je sais que c'est à moi de prouver. Non, mais en Mais tout cas, ce qui ouais, est bien, d'être c'est que tu as prouvé déjà prouvé que d'opportunité, c'est c'était ton super. chemin. Tu as déjà prouvé Bien que sûr. c'était ton chemin et peut-être que ça peut les inspirer en se disant, quand ils se pencheront sur ton parcours, si on te souhaite de jouer en CFL très rapidement, ils se diront, bah oh, tiens, c'est son histoire. Et on sait que le sport américain, les médias américains adorent ce genre de choses et que ce qui était un handicap au début peut très vite se transformer en atout avec cette petite touche d'exotisme so French, surtout si derrière les yards s'accumulent. Là, en Bien attendant, on a sûr. la chance, je parle pour moi, de t'avoir au sein de la chaîne L'équipe, puisque tous les dimanches soirs à 19h, avec Peter Anderson, tu commentes un match en clair gratuit sur l'équipe.fr. Les playoffs arriveront, on se retrouvera en janvier évidemment, puis le Super Bowl, puisque Bien sûr. la chaîne est la chaîne qui retransmettra en clair après que ça a été W9 et TF1 ces dernières années, c'est sur la chaîne L'équipe. Comment tu vis cette expérience? Est-ce que ça t'apporte quelque chose même à la fois en tant qu'homme peut-être, mais surtout en tant que joueur? Est-ce que de regarder, de commenter, d'analyser, de préparer un match comme le fait un journaliste, ça te permet de décrypter d'autres choses, de voir des défenses? Raconte-nous ce que ça t'apporte. Déjà, c'est une très belle opportunité, hein, d'un point de vue personnel. Je me dis, c'est une très belle expérience et je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui peut me plaire une fois ma carrière terminée? Est-ce que je suis bon dedans? Et jusqu'à présent, vraiment, c'est un vrai kiff. Et du coup, d'un point de vue du monde du football, euh, je vois, j'appréhende chaque match comme si j'allais jouer en fait. C'est-à-dire que je me retrouve à, à étudier le film pour essayer de connaître les tendances dans telle ou telle situation de telle équipe. Par exemple, quand on a eu la chance d'avoir Green Bay, bah, le fait de savoir que Davante Adams, dans telle situation, il y a de fortes chances qu'on lui donne la balle et qu'au final, tu vois, je prédis et ça se passe et il score le premier touchdown. C'est comme si, j'exagère peut-être un peu, mais c'est comme si j'avais fait un jeu en fait, tu vois. Et tu vois, quand on parlait avant de commencer le podcast et qu'on parlait de mon expérience, voilà, c'est un vrai kiff. Et voilà, je m'amuse à étudier peut-être encore plus que ce que je faisais avant parce que avec Peter, on s'amuse à faire des pronostics, à faire des prédictions. Donc, moi, en tout cas, ça me permet d'être encore plus dans le monde du football que je n'étais depuis que je suis revenu de Philadelphie.
Et du coup, moi, j'ai une question par rapport au film que tu as pu étudier depuis le début de saison. Est-ce que tu as un receveur qui t'a impressionné plus que les autres ou que tu aimes bien regarder? Par exemple, un Julio Jones ou un DeAndre Hopkins Ouais, bah, alors, j'aime énormément étudier d'un côté les receveurs qui ont mon gabarit, Mhm. d'accord? Et ensuite, forcément, j'aime aussi prendre d'autres types de receveurs. Donc, par exemple, de mon gabarit, le numéro un, enfin, les deux numéros 1 que je vais étudier, ça va être Keenan Allen des Chargers, ça va être Amari Cooper des Cowboys, on a Davante Adams des Packers. Il y a tellement de receveurs que j'étudie. Après, il y a d'autres receveurs qui sont hors de mon gabarit. Je parle d'un Lockett ou d'un Metcalf. Metcalf qui est un peu plus grand que moi, mais beaucoup plus balèze. Un Lockett qui est beaucoup plus petit. Euh, mais après, voilà, il y a énormément de receveurs que j'aime étudier. Mais jusqu'à présent, quand même, mon numéro 1, ce serait DeAndre Hopkins. Et pour le coup, DeAndre Hopkins, c'est vraiment l'aspect mental. L'aspect mental, c'est à quel point il est agressif quand il va chercher la balle. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus physique. Et pourtant, il est capable sur les situations de balle 50-50. C'est lui qui va récupérer la balle. Et il fait Tu jamais vois. un drop. Ah, mais. Il est très, je trouve. Alors c'est pas exactement le même type de joueur, mais il est très Larry Fitzgerald dans son approche du jeu, je trouve. Ce côté vraiment, Larry Fitzgerald, ça a jamais été non plus le plus rapide ou quoi que ce soit. Mais les Valeur mecs, sûre. ils attaquent la balle, ils attendent pas la balle, ils l'attaquent et ils l'attrapent parce qu'ils ont des mains qui sont ultra fiables. Exactement. Exactement. Et je pense que DeAndre Hopkins, il est peut-être. Euh, voilà, on va éviter les comparaisons, mais euh, je suis d'accord avec toi que c'est un Larry Fitzgerald dans le sens où déjà, il n'y a pas de drop. Quand tu lances la balle, c'est quasi une valeur sûre. Et je dirais quand même qu'il est peut-être, étant donné qu'il est un peu plus rapide, après, il y a peut-être l'âge aussi, hein, mais il est un peu plus rapide. Je pense que balle en main, il est capable de faire euh, un peu plus de choses aussi. Mais bien sûr qu'on est obligé aussi de comparer un petit peu à Larry. Fitzgerald, on en a des mauvais souvenirs en tant que fan des Ouais, Eagles. j'allais dire, moi je pensais au Fitzgerald de 2008 de la Ouais, finale de bah, je pensais à conférence. Je la te même chose rassure qu'il aussi. avançait vite. Ouais. C'était Bah, pas Je te bien. rassure qu'il avançait très vite à l'époque, mon c'était Dieu. Oui, quoi? oui, oui. Quand j'entends il va pas très vite et que je me Ah ouais, rappelle ce là. moment-là, je fais non, non, il Ah ouais, allait non, bien bah, Il suffisamment nous a mis vite. 850 yards en 20 minutes, Oui, mais à oui, part oui. ça. Il y a quelques Moi, corners enterrés sous le terrain là. Oui, oui, oui. euh, Oui, oui. quand j'ai dit ça, j'ai eu en tête le Super Bowl contre les Steelers où il marque un touchdown de, je crois, 50 yards, un truc comme ça. Et je me dis, ouais, bon, il était rapide à ce moment-là, ça c'est Non, sûr. mais il a jamais été Terrell Owens Ouais, ou non, d'autres. Ça, c'est pas Dickie Metcalf qui est un nature freak ouais, non, ouais, ouais, Dick et dans c'est ce qu'il clair. Metcalf, il n'y a dit. pas de comparaison. On n'a jamais vu un frigo C'est, avec des jambes. Enfin, c'est un truc. Bah, à part c'est- Megatron. À part Megatron. Ouais, un peu Calvin Ah, Johnson, Calvin, ouais, ouais. c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu, c'est le seul où on pourrait comparer. Ouais. Enfin, les gars, on a Travis Fulgham. Donc, s'il vous plaît, Ouais. recentrons-nous là-dessus. Non, mais il est spectaculaire. On finit avec deux choses. Un, les Eagles sont en tête de division dans ce qui est quand même la pire division peut-être de l'histoire de la NFL. On va pas se mentir, on va être objectif. Donc, ils sont en position d'aller en playoff. Donc, à ton avis, première question, est-ce que tu penses qu'ils peuvent gagner cette division vu la nullité de la division? On va se parler franchement. Et deuxièmement, ton pari de la saison, toi, c'était les Cardinals. Il me semble que tu les avais. Et ils font un super début de saison. Tu as eu du pif, tu as eu du flair. Est-ce que tu les vois encore aller loin? Allez, à toi de jouer. Euh, je vois bien les Eagles se qualifier pour les playoffs. On ne va pas parler de la conférence, mais c'est exactement ça. C'est parce que les autres sont plus nuls, en fait. C'est juste pour ça. Le moins nul des nuls. Mais oui, pour le coup, les cartes, c'est une belle surprise. Et je sais pas comment expliquer ce flair. Après, c'est peut-être parce que voilà, j'aime énormément Larry Fitzgerald, j'aime énormément DeAndre Hopkins. Il y a beaucoup de joueurs comme ça que j'étudie depuis que je suis au lycée en France et arrivé à la fac, etc. Mais c'est Mais ton équipe coup de cœur, Anthony. T'avais les maillots de ces gars-là? non, ouais, les joueurs, oui, mais l'équipe, non. En soi, j'ai jamais été un grand fan des Cards, mais c'est juste que je le sens, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais juste je le sens. Et je pense qu'ils sont capables d'aller très loin.
Ah bah, c'est une des équipes les plus agréables à regarder. Et eux, par contre, sont dans une division Bah, ça joue. sacrément sympa à regarder. Hein. C'est clair, c'est Messieurs, est-ce clair, qu'on c'est a clair. fait le tour? Est-ce qu'il vous reste une petite question rapidement là pour Anthony? Après, on va le libérer. Loïc, Victor, est-ce que vous avez encore un petit truc? Profitez-en, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de l'avoir avec nous. Non, bah, moi, du coup, tu penses que les Cardinals vont gagner le Super Bowl ou t'as une autre équipe en tête, peut-être, en AFC, les Steelers ou autre? Bah, c'est ça. Pour le coup, avec Peter, on s'était amusé à faire des pronostics, à essayer de voir qui allait Hum. gagner les divisions et aller au Super Bowl. Et du coup, pour aller vraiment au fond de l'idée, j'ai mis les Cards au Super Bowl. Mais pour moi, là où je suis vraiment extrêmement surpris, c'est les Steelers. Après, le problème, c'est que là, les Steelers, c'est un peu comme dans la tradition où c'est la défense des Steelers qui fait gagner, qui fait tout gagner. L'attaque des Steelers, elle n'est pas terrible. Évidemment, on a certains atouts comme Big Ben. Voilà, Big Ben. Bon, il a fait son temps quand même, le Big Ben. Il faut le respecter, Big Ben. Il a des receveurs qui sont très talentueux. Le rookie Claypool qui fait vraiment un excellent début de saison. Mais cette Surtout défense contre des nous. Steelers, Les Steelers, autant on s'est marré avec le terme de QB Factory aux Eagles, mais alors les Steelers avec les receveurs, c'est incroyable. ouais, T'as l'impression c'est ça, qu'ils se ouais. plantent jamais, quoi. Mais ils aiment bien Mm. les receveurs un peu lourds, les Juju Smith, Ouais. les Claypool. Ils aiment pas les petits rapides. Eux, ils aiment bien les grosses masses, apparemment. Mm. Mais du coup, pour le coup, là, les Steelers, ils m'ont mis une sacrée claque. Hein. Ils m'ont mis une sacrée claque. En tout cas, c'est une belle surprise et c'est très beau à voir. En tout cas, j'aime énormément et surtout voir jouer leur défense. Je trouve que c'est fabuleux. Après, après, je laisse peut-être Victor avec ses questions, mais au contraire, les équipes qui te déçoivent le plus depuis le début d'année, je pense que doit y avoir les Cowboys, parce que si je me souviens bien, Ouais. tu pensais aussi qu'ils allaient gagner la division. Ouais. Comme Donc, tout le c'est monde. vrai que, ouais, bah, comme tout le monde, ouais. Moi le premier, hein. Mais c'est vrai que ce qui se passe là-bas, c'est incroyable, non? T'as le Ouais, vestiaire c'est qui est prêt à foutre les coachs dehors à bout de 7 ou 8 matchs, quoi. vrai que pour le coup, bah, Et, c'est la mauvaise surprise des Cowboys. Après, voilà, c'est pas une grosse surprise de voir les deux équipes de New York là où elles en sont. ouais, bah, Ah ouais, non. ouais, Pas Adam de Gaze. surprise. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, merci Anthony d'avoir été avec nous. C'était un bon moment et ça nous a fait plaisir. Et j'espère que vous qui nous avez écoutés, ça vous a fait plaisir d'être au cœur de la vie d'un joueur professionnel, au cœur de la vie d'un joueur professionnel français, parce que vous avez vu à quel point c'est encore plus compliqué et les embûches sont encore plus nombreuses. Et puis au cœur de la vie d'un joueur professionnel français au sein même de l'effectif des Eagles. Voilà, c'est des choses que tu étais le seul à être capable de nous apporter. Et on a beau observer, commenter, analyser ou supporter. Il n'y a rien de mieux qu'une plongée sur le terrain. Et tu étais sur ce terrain puisque tu as porté ce maillot. Et tu connais évidemment mieux que quiconque ce sport. Anthony, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On te retrouve dimanche à 19h sur la chaîne L'équipe pour un nouveau match NFL avec Peter Anderson. On se recroisera, nous, en janvier pour les playoffs. Mais on peut pas en dire plus. Ça, on a le droit. Mais c'est la limite. Hein. On leur prépare des C'est la surprises, limite. Anthony. On n'en dit pas plus. Loïc, Victor, merci à tous les deux. Merci, Anthony d'avoir Merci d'avoir participé. été là. Merci C'était beaucoup, super sympa. Anthony. Franchement, Non, mais c'était merci génial. merci à vous les gars. Et en tout cas, les observations que vous avez pu faire de chez vous, ça collait plutôt pas mal avec ce que moi j'ai vécu. Donc franchement, chapeau à vous. Et voilà, Ouais, ça merci. fait plaisir qu'en Gentil. France aussi, on a des gens qui s'y connaissent et qui sont passionnés comme vous. Ça fait très plaisir. Et je vous remercie. Merci à Merci toi. Anthony Merci à pour toi. ta gentillesse. Plein de bonnes choses pour la suite. On continuera à suivre ta carrière. On aura l'occasion de se retrouver évidemment pour parler football américain. Passez une bonne journée. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Fly, Podcast Fly. Rendez-vous pour le prochain match des Eagles et l'épisode 22. Salut à tous. To the right of Blau. Floats it for Mahungu in the end zone, looking for a one-handed grab. Touchdown! Anthony Mahungu.